Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous propose un autre voyage dans le passé, dans l'Antiquité, pour vous raconter l'histoire de la Perse ancienne, des débuts de la civilisation en Iran, il y a des milliers d'années, jusqu'au 7e siècle de notre ère, quand le dernier empire pré-islamique de Perse disparaît, renversé par la conquête musulmane que les Arabes ont entrepris quelques années plus tôt. Dans la tradition occidentale, qu'on a hérité des Grecs et des Romains, les royaumes et les empires qui se sont succédés en Perse ont généralement le mauvais rôle, celui des ennemis héréditaires. Ils sont cette menace venue de l'Est qui manque d'écraser la Grèce jusqu'à l'apparition d'Alexandre le Grand. Et ensuite, pour les Romains, et puis pour les Byzantins, l'Empire romain d'Orient, ils sont l'ennemi principal pendant plusieurs siècles. Mais c'est aussi une vision biaisée, parce que la Perse antique, c'est surtout un phare de la civilisation, sur une ère culturelle qui s'étend largement au-delà des frontières modernes de l'Iran. La Perse a une histoire très tumultueuse. Elle est envahie plusieurs fois. Elle reçoit des influences indiennes, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et des civilisations méditerranéennes. Mais les envahisseurs qu'elle n'arrive pas à vaincre militairement, elle les conquiert culturellement. Une caractéristique de la Perse tout au long de son histoire, c'est qu'elle réapparaît toujours comme État indépendant et les empires s'y succèdent. Il y a beaucoup à vous raconter. Je vous parlerai aussi de la culture de cette Perse ancienne et de sa religion d'État, le zoroastrisme, de son architecture. On voyagera à Persépolis, à l'époque de sa splendeur, et encore bien d'autres choses. Tout ce que vous avez à faire avant que ce voyage dans le passé ne débute, c'est déjà évaluer positivement cet épisode ou le programme de la Bibliothèque des rêves dans son ensemble, selon le site d'où vous écoutez. Merci de commenter si vous pouvez, de vous abonner. Ça permettra de développer ce podcast et grâce à un plus grand nombre d'auditeurs, de le maintenir avec un minimum de publicité ou de sponsors dont vous n'avez pas envie d'entendre parler, ni moi de vous vendre leurs produits. Donc c'est mieux pour tout le monde. Ensuite, adoptez une position confortable. Laissez vos épaules se relâcher pour vous débarrasser de cette tension accumulée dont vous n'avez pas besoin. Et n'hésitez pas à fermer les yeux si vous le désirez. Vous n'avez qu'à suivre ma voix. Et comme toujours, que vous ayez ou pas une connaissance de l'histoire ancienne, vous arriverez sans problème à suivre et à tout comprendre. Le premier, et certainement le plus célèbre des empires perses, c'est ce qu'on appelle l'empire achéménide, qui existe au premier millénaire avant Jésus-Christ, entre le 7e et le 4e siècle. C'est cet empire qui est entièrement mis à bas, conquis par Alexandre le Grand. Mais la conquête d'Alexandre, c'est le point final d'une histoire longue et glorieuse qui a commencé au cœur de cet empire, une région du sud-ouest de l'Iran moderne, la région de Persis, qui correspond à peu près à une région de l'Iran actuel, la province de Fars, dont la capitale est Shiraz. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, avant l'ascension spectaculaire de l'Empire, un groupe ethnique, les Persans, domine cette région. Mais ils y sont des arrivants assez récents. Ils sont arrivés à peu près 300 ans plus tôt,
dans une région qui a déjà derrière elle des milliers d'années de culture urbaine. On est proche de la Mésopotamie, où des civilisations et de grands États se sont succédés depuis le 3e millénaire. Sumer, Babylone, la Syrie. Le sud-ouest de la Perse est en contact direct avec cette zone, avec la Mésopotamie. Et d'ailleurs, certains des vestiges de communautés agricoles les plus anciens au monde ont été découverts dans le sud-ouest de la Perse. Les plus anciens ont presque 10 000 ans, c'est-à-dire les tout débuts de la sédentarisation de l'humanité. Le sud-ouest de l'Iran fait partie de cette région qu'on appelle le Croissant fertile, qui est une grande région en forme d'arc qui s'étend de la Mésopotamie à l'Égypte et où beaucoup des premières expériences de domestication des plantes et des animaux pour mettre en place l'agriculture ont lieu. Dans le Croissant fertile, on invente beaucoup. Des techniques, des sources de nourriture qu'on cultive plutôt que de les récolter dans la nature par la cueillette et la chasse. On invente aussi des façons de vivre, avec des villages auxquels succèdent parmi les premières villes du monde. On y découvre la métallurgie plutôt qu'ailleurs. L'âge du bronze y succède au néolithique. Et avec tout ça, des formes politiques, des États émergent. Ça fait de la Mésopotamie, avec l'Égypte, avec aussi la vallée de l'Indus en Inde, la Chine ou la Mésoamérique, un des berceaux de la civilisation. C'est-à-dire un des lieux où de façon indépendante à notre connaissance, l'agriculture, le phénomène des villes, l'artisanat et ensuite l'écriture viennent révolutionner la façon de vivre des humains. La Mésopotamie est un des lieux les plus précoces, peut-être le plus précoce de cette révolution. Et la région historique de Persis la touche. Géographiquement, ce cœur historique de la Perse est sur un plateau assez élevé, entouré de chaînes de montagnes. L'altitude varie. Ce plateau contient des montagnes aussi, mais généralement il est situé plus haut que les plaines qui l'entourent, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Inde. La géographie influence la culture, et c'est certainement le cas en Perse. Ce plateau est semi-aride, il y a des cours d'eau qui le parcourent, il y a aussi des zones fertiles, mais c'est quand même un environnement où l'eau est précieuse, pas aussi abondante qu'autour des grands fleuves de Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate, ou au nord-ouest de l'Inde, dans la vallée de l'Indus, autre grand fleuve, ou encore le long du Nil, plus loin à l'ouest. Bien plus tard, la Perse deviendra célèbre pour ses jardins. Dans un environnement sec, où l'irrigation est indispensable, ces jardins sont un luxe et un signe de raffinement technique et culturel. Ce plateau iranien n'était pas forcément l'environnement le plus favorable à l'apparition de grandes villes. Et d'ailleurs, l'urbanisation commence plutôt au sud-ouest, la partie de la Perse qui touche directement et ressemble le plus à la Mésopotamie. C'est là qu'apparaît, longtemps avant l'Empire achéménide, la première civilisation urbaine connue en Perse, appelée Elam. Elle consiste en différents petits royaumes qui s'étendent le long du golfe Persique et vont jusqu'au plateau iranien. Il est possible que ces petits royaumes, ces petits États, aient été à un moment unifiés, avec une seule capitale, la ville de Suse. L'histoire politique des Lames est mal connue. Les Lames avaient une écriture, mais très peu de documents subsistent, et on le connaît mieux par les témoignages écrits de ses voisins en Mésopotamie.
En tout cas, son existence est attestée pendant presque 3000 ans, du 4e au 1er millénaire avant Jésus-Christ. 3000 ans pendant lesquels il s'est sans doute passé énormément de choses qu'on ignore en Elam. L'Élam avait un langage spécifique. On pense qu'il avait une religion polythéiste, influencée par la Mésopotamie, même si on en ignore presque tout, et une culture matérielle riche en artisanat, orfèvrerie, métallurgie, poterie. Tout ça influencera plus tard largement l'Empire perse. D'ailleurs, le langage élamite restera une des langues officielles de l'Empire achéménide. Mais à cette époque, au 4e, 3e, 2e millénaire avant Jésus-Christ, le peuple qu'on appellera les Persans n'est même pas encore là. On va voir dans un instant comment il est arrivé et comment la fusion culturelle avec ce qui l'avait précédé s'est déroulée. Avant ça, une petite parenthèse. Depuis le début, j'utilise les termes Perse et Iran presque comme synonymes. Et jusqu'à un certain point, ils le sont. Mais c'est intéressant de connaître leur origine. Quelles sont les différences entre la Perse et l'Iran? Jusqu'aux années 1930, le pays qui est aujourd'hui l'Iran s'appelait la Perse à l'extérieur, internationalement. Jusqu'à ce que son nom soit officiellement changé à celui d'Iran, qui a été adopté partout, et le terme perse est devenu un nom plutôt historique, qui n'est plus utilisé dans la politique ou la diplomatie ou sur les cartes. Mais ce nom, Iran, est bien plus vieux que ça. Le pays a été appelé la Perse, Parsis, principalement par les Grecs. Ils étaient menacés par l'Empire achéménide au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Plus tard, les rôles se renversent avec Alexandre le Grand, et les Grecs vont l'appeler Parsis, la Perse, à partir du nom de la province la plus centrale et historique. En farsi, en persan, la province de Pars ou Fars. Les Grecs appellent aussi la capitale, ou ce qu'ils pensent être la capitale, Persépolis. Polis, c'est ville en grec. Mais cette province historique de Pars était seulement une toute petite partie de l'Empire achéménide. Et tous les États perses qui allaient se succéder au cours de l'histoire seraient bien plus étendus. Donc ce terme de Perse est d'origine locale, au sens où ça vient d'un mot farsi, la langue persane, et que la province de Pars était une réalité historique. Mais ce sont les Grecs qui diffusent ce terme de Perse pour nommer l'ensemble de l'Empire achéménide. Et ensuite, par extension, c'est aussi le nom qu'à l'extérieur, on donnera aux États qui lui succéderont. Ce changement de nom du pays, de Perse à Iran, c'était une façon de se réapproprier et de redéfinir son histoire. Parce que les termes Iran et Iranien sont aussi très anciens, mais au lieu de se référer à une région, ils se réfèrent à un peuple, ou plutôt des peuples iraniens, définis en priorité par leur usage de langue iranienne. Alors, qui sont les Iraniens historiques? Les Iraniens, c'est une branche de ces peuples indo-européens dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes, en parlant des Celtes, des Grecs, des peuples germaniques, ou de l'histoire indienne dans l'épisode sur le bouddhisme. Les Indo-Européens sont un groupe de peuples qui émigrent sur plusieurs milliers d'années, en plusieurs vagues et avec des détours, depuis une région qu'on pense être située au nord du Caucase. Ils s'installent dans presque toute l'Europe, où ils se mélangent aux habitants locaux. On ne sait pas bien combien de personnes ces vagues de migration représentent, mais ce qui par contre est patent, c'est que là où ils sont arrivés,
les Indo-Européens ont pris un ascendant culturel, même s'ils ont eux aussi été influencés par les cultures locales, leurs langages ont prévalu. Et en Europe, à l'exception de quelques îlots linguistiques, comme la Hongrie ou en Finlande, ou la langue basque, partout, les langues d'origine indo-européenne dominent. Plus exactement, des langues qui ont évolué depuis des proto-langues indo-européennes. Toutes ces langues anciennes ont disparu, et on ne pourrait pas les comprendre. Mais certains mots, certains sons, ou la structure du langage ont perduré. Maintenant, tous les Indo-Européens n'ont pas migré vers l'ouest. Certains sont partis au sud-est, vers le Caucase, l'Iran et le nord de l'Inde, d'où la partie Indo dans Indo-Européen. Et dans ces régions aussi, ils ont laissé une empreinte culturelle et linguistique durable, même en se mêlant à des populations sans doute bien plus nombreuses. Les peuples iraniens, donc, sont une des branches de cette migration. Mais ils ne sont pas allés directement dans ce qui est aujourd'hui l'Iran. Au troisième millénaire, avant Jésus-Christ, des Indo-Européens s'installent en Asie centrale. Et de là, différents peuples iraniens vont émerger. Les Alains, les Bactriens, les Scythes, qui se déplacent dans une large zone de l'Ukraine à l'Asie centrale, et aussi sur le plateau iranien, donc en Iran moderne. Parmi ces peuples iraniens qui s'installent sur le plateau, on compte par exemple les Mèdes, les Parthes et les Persans ou les Perses, on peut dire les deux. C'est comme ça que les Persans, qui sont donc une branche parmi d'autres des peuples iraniens qui eux-mêmes sont une branche des Indo-Européens. Donc c'est comme ça que les Persans arrivent dans la région, et ils s'y installent autour de 1000 avant Jésus-Christ. Et là, comme ailleurs où arrivent des Indo-Européens, ils s'assimilent et sont assimilés à la population locale, mais en changeant profondément la culture de leur nouvelle région. Bien plus tard, cette gigantesque zone occupée par les peuples iraniens, de l'Ukraine à l'Asie centrale et jusqu'en Iran, cette zone se réduira au premier millénaire après Jésus-Christ, à cause d'autres vagues de migration. Les Slaves, qui sont aussi des Indo-Européens, mais d'une autre branche, les Turcs, au Moyen-Âge les Mongols. Donc la zone linguistique et culturelle iranienne se réduira. Mais malgré ça, elle couvre encore une grande zone qui s'étend du Caucase au golfe Persique et de l'est de la Turquie jusqu'à l'ouest de la Chine. Dans toutes ces régions, les peuples iraniens ne sont pas seuls, mais démographiquement ils sont majoritaires. Et tout ça nous ramène à cette décision de renommer la Perse en Iran. La Perse, bien qu'étant un mot inspiré de la langue persane, le farsi, c'est un terme choisi par les Grecs et qui se réfère soit à cette région limitée de Fars, qui n'est qu'un morceau de l'Iran moderne, soit à des empires anciens, aux frontières mouvantes, qui incluaient beaucoup de peuples non iraniens, notamment au Moyen-Orient et jusqu'en Égypte. Mais pas tous les Iraniens non plus. Donc en décidant de se renommer comme le pays des Iraniens, l'Iran, dans les années 30, le pays remplace une définition venue de l'extérieur, imprécise, et aussi à l'époque qui a un parfum de décadence, parce que la Perse n'est plus ce qu'elle était. Il remplace ce terme par ce nouveau nom, Iran, qui est une définition plus culturelle et ethnique, et aussi en un sens plus ambitieuse ou glorieuse, parce qu'elle porte cet héritage des peuples iraniens, qui vivent très au-delà des frontières de l'Iran des années 30.
D'ailleurs, le contexte politique de ce changement de nom, de Perse à Iran, c'est qu'après des décennies de recul de ses frontières et de son influence, un général qui s'appelle Reza Pahlavi s'empare du pouvoir. Il est proclamé roi, Shah de Perse, ou plutôt d'Iran. Il fonde une dynastie qui va régner presque 60 ans, jusqu'à la révolution iranienne de 1979, qui remplace cette monarchie autoritaire par une théocratie. Régime théocratique qui est apparemment assez impopulaire et délabré aujourd'hui, mais qui est toujours au pouvoir en 2025. Dans le contexte de l'époque, les situations sont différentes, mais on pourrait comparer Reza Pahlavi à Mustafa Kemal Atatürk en Turquie. De la même façon que Mustafa Kemal ramasse les ruines de l'Empire ottoman pour lancer un projet de modernisation qui sera assez radical, changement de nom, république laïque pour réduire l'influence de la religion. Reza Pahlavi, à la même période, récupère l'autre empire moyen-oriental, la Perse, lui aussi assez décadent, et en risque de passer sous la coupe de puissances étrangères, en l'occurrence pour l'Iran, la Russie et le Royaume-Uni. Et il tente une modernisation, une réaffirmation de l'indépendance nationale, qui inclut un changement de nom pour montrer qu'on prend un nouveau départ. Après, les différences entre les deux cas, Iran et Turquie, sont nombreuses, à commencer par l'ampleur de la réforme, qui est plus timide en Iran. On reste à la monarchie. Mais tout ça pour vous expliquer la différence entre les termes Perse et Iran. Comme on parle de l'Antiquité, ce soir je vais continuer à parler de Perse et d'Empire perse. Mais souvent on pourrait parler d'Iran à la place. Maintenant, revenons-en à l'histoire antique. Donc je vous disais qu'autour du Xe siècle, avant Jésus-Christ, des peuples iraniens s'installent sur le plateau iranien. Et en arrivant, ils repoussent les Élamites. 3 peuples iraniens, 3 groupes, dont on reparlera, parce que chacun aura son heure de gloire, occupent le plateau. Les Mèdes, les Parthes, et les Persans. À l'époque, au premier millénaire avant Jésus-Christ, Élam n'est pas une menace sérieuse pour leur indépendance. Mais la puissance montante du Moyen-Orient, à cette époque, en Mésopotamie, qui est beaucoup plus inquiétante, c'est l'empire néo-assyrien. L'Assyrie, c'est le nom du nord de la Mésopotamie. Et on parle d'empire néo-assyrien, parce que depuis l'Assyrie, le nord de la Mésopotamie, donc, un empire plus ancien s'était déjà levé avant. À partir du Xe siècle, l'Assyrie repart à la conquête du monde connu, et elle s'empare d'une grande partie du Moyen-Orient, au nord de la Mésopotamie et vers l'ouest jusqu'à l'Égypte. Le plateau iranien est sur sa frontière orientale, et les peuples qui y vivent doivent payer tribut aux Assyriens et leur obéir. La puissance de cet empire néo-assyrien s'appuie sur une grande population. La Mésopotamie est bien peuplée, avec des millions d'habitants et une agriculture productive pour l'époque. Aussi sur des tactiques militaires efficaces, et enfin sur un avantage technologique. Ils sont le premier grand État à employer à grande échelle les armes en fer plutôt qu'en bronze. Le fer est très supérieur pour l'armement, plus léger et plus solide à la fois. À son apogée, l'empire néo-assyrien termine par conquérir tous ses rivaux, petits et grands, Babylone, Élam, la Phénicie et ses villes, les royaumes d'Israël et de Juda, l'Égypte qui est décadente mais reste un gros morceau. Et autour de ses frontières, il force ses voisins à lui payer tribut.
Il devient sans doute l'État le plus puissant de son époque, et il développe une administration, des méthodes de contrôle militaire, politique, fiscal, d'un empire multinational qui seront importantes parce que plus tard, elles vont inspirer les Perses. Mais après 300 ans de gloire, la Syrie commence à se désintégrer au 7e siècle avant Jésus-Christ, après la mort d'un de ses rois, Assurbanipal. Une guerre civile éclate et beaucoup de peuples, dont les Babyloniens, c'est-à-dire les Mésopotamiens du sud, par opposition aux Assyriens, ceux du nord, les Mèdes ou les Persans, se dressent contre lui. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, la Syrie n'est plus un empire, et les habitants du plateau iranien se sont libérés, ils ont retrouvé leur indépendance. Mais ces décennies de domination assyrienne, et ensuite la guerre contre les Assyriens, ont profondément changé les Iraniens. Quand ils étaient arrivés dans la région, les Mèdes ou les Persans avaient encore un mode de vie nomade, en bonne partie fondé sur l'élevage. Leurs petits royaumes un peu arriérés et très décentralisés, tribaux, ont été transformés en États plus structurés par l'influence élamite et ensuite assyrienne, avec une population sédentaire importante, une administration, des impôts, des armées, des villes. Et en prenant appui sur ces ressources, le royaume qui s'étend et envahit même une partie de la Mésopotamie, c'est celui des Mèdes. Les Mèdes fondent le tout premier empire iranien, qui n'est pas immense, mais qu'on peut qualifier d'empire parce que c'est un État multinational et expansionniste. Ce premier empire des Mèdes ne va pas durer, parce que rapidement, il est renversé et remplacé par celui des Achéménides. Les Achéménides sont une dynastie, pas un peuple. C'est comme les Ottomans. Les Achéménides sont à l'époque la dynastie qui règne sur les Perses. Et voilà comment arrive l'heure du plus grand empire que connaîtra la Perse ancienne, celui des Achéménides. Comme les Mèdes, qui sont leurs cousins iraniens, les Perses avaient évolué depuis leur arrivée sur le plateau, sous l'influence d'Élam et de l'empire néo-assyrien. Les tribus nomades avaient formé un royaume sédentaire et agricole qui avait repoussé ou envahi les Élamites pour installer sa capitale dans une de leurs villes, Anshan, un site proche de la ville moderne de Shiraz. On est en plein dans la région historique de Pars, le cœur de la Perse. L'ancêtre, le fondateur de cette dynastie royale, était appelé Achéménès, d'où le nom de la dynastie des Achéménides. Mais on ne sait pas exactement s'il a vraiment existé ou si c'est un roi mythique, inventé après pour donner une assise historique plus solide à la dynastie. En tout cas, on n'a pas de traces de sa vie ou de ses actes dans aucun document. Et c'est pour ça que son existence est un peu incertaine. Ce nom d'Achéménès et ceux de ses successeurs sont des translittérations de la langue persane au grec. C'est-à-dire que des Grecs ont entendu ces noms et les ont écrits avec leur alphabet. Et c'est comme ça qu'ils nous sont parvenus. Mais évidemment, tous ces rois avaient des noms dans leur propre langue, en persan ancien, le vieux persan. Donc cet Achéménès aurait vécu autour de -700, mais c'est seulement 4 ou 5 générations plus tard que sa dynastie devient importante, avec le roi Cyrus II, aussi appelé Cyrus le Grand, qui est le fondateur de leur empire. Cette généalogie des Achéménides est connue principalement par une source, et c'est pour ça qu'il faut la prendre avec des pincettes, parce qu'elle n'est pas confirmée par d'autres.
Cette source, c'est un cylindre d'argile, avec des inscriptions, découvert dans les ruines de Babylone, qui détaillent cette généalogie. C'est un objet du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc contemporain de la fondation de l'Empire achéménide, ce qui en fait un document assez solide, mais les rois anciens faisaient souvent modifier leur généalogie ou les chroniques de leur règne, sans aucun respect pour la vérité. C'était de la propagande. Donc on ne peut pas vraiment le prendre pour argent comptant. Par contre, ce qui est avéré, c'est que Cyrus II hérite du petit royaume des Perses, perché sur le plateau iranien, à un moment où les Mèdes sont la puissance dominante sur le plateau et en Mésopotamie. Les Mèdes ont profité de la chute de la Syrie pour s'emparer de ce qu'ils pouvaient. Cyrus II se révolte contre les Mèdes, il capture leur roi et leur capitale, et se proclame son successeur. C'est un énorme coup, puisqu'il arrive à s'imposer aux Mèdes, qui ont un royaume beaucoup plus grand que le sien, mais sans doute à cette époque surétendu et sans défense au moment où il passe à l'attaque. Parce que les Mèdes sont en guerre sur deux fronts, et d'ailleurs Cyrus rassemble les deux États, son royaume perse et celui des Mèdes, et hérite de ces deux conflits aux frontières. Il y en a un contre la Lydie, un royaume d'Anatolie, la Turquie moderne, et l'autre contre Babylone, qui s'est libérée de la domination assyrienne depuis plusieurs générations et a commencé sa propre expansion en empire. Babylone, à ce moment, forme ce qu'on appelle l'empire néo-babylonien. C'est une autre histoire que je vous raconterai dans un prochain épisode. Mais entre la chute de l'empire néo-assyrien et l'ascension de celui des Achéménides, Babylone, qui avait déjà formé un grand empire des siècles auparavant, connaît cette résurgence. Cyrus II, après avoir réussi son coup contre les Mèdes, s'avère être un des plus grands conquérants de l'Antiquité. Dans les années qui suivent, il conquiert et annexe ses deux ennemis. Déjà la Lydie. Le dernier roi de Lydie, qui est défait par Cyrus, c'est Crésus. On en connaît assez peu sur lui, mais vous avez sans doute entendu l'expression « riche comme Crésus », expression qui part d'une légende installée par des historiens grecs, à propos de la grande richesse du roi Crésus à l'époque. Et c'est vrai que la Lydie est un royaume très prospère, elle commerce beaucoup, et entre autres, elle dispose d'une source d'or et d'argent importante, une rivière, le Pactole, rivière de Turquie aujourd'hui, qui était réputée charrier des paillettes d'or et de l'électrum, un alliage naturel d'or et d'argent. C'est ce nom, Pactole, qui est devenu synonyme de trésor, de source d'argent en français. En réalité, il est difficile de savoir à quel point la rivière Pactole fournissait de l'or et de l'argent. Elle est épuisée depuis longtemps. Mais c'est un fait que la Lydie avait des grandes quantités de métaux précieux, parce qu'elle devient le premier royaume antique à battre des pièces de monnaie d'or et d'argent. Cette pratique n'existait pas avant, et elle peut le faire parce qu'elle a des stocks de ces métaux, et aussi parce que ce type de moyen de paiement favorise le commerce qui lui profite. Mais tout ça ne suffit pas à sauver Crésus, parce qu'en 546 avant Jésus-Christ, l'empire achéménide a envahi toute la Lydie et il l'annexe, avec tout le reste de l'Anatolie. C'est un autre gros coup pour Cyrus, parce qu'en termes de richesse et de population, l'Anatolie est importante, c'est une région convoitée. Et quelques années plus tard, en 540, Cyrus écrase Babylone, là aussi en mettant la main sur de très grands territoires, ceux de l'empire néo-babylonien. Dans la Bible hébraïque, le Tanakh,
on dit le plus grand bien de Cyrus II, qui est présenté comme un libérateur, un instrument de la Providence, en raison justement de ses actions contre Babylone. Après avoir pris la ville, il libère les captifs juifs du royaume de Juda, qui y étaient retenus depuis la conquête de leur royaume par les Babyloniens. Et plus tard, il autorise la reconstruction de Jérusalem et du second temple. Ce genre de décision, c'est un bon reflet de la tolérance relative que les Achéménides vont instaurer dans les différentes provinces de leur empire. On va y revenir plus en détail, mais justement, l'autonomie locale, la liberté des différents cultes, ou de maintenir son langage et ses coutumes, c'est ce qui caractérisera le mode d'administration des Achéménides. La conquête militaire est implacable, mais ensuite ils laissent les peuples relativement tranquilles, pour peu qu'ils payent leurs impôts et qu'ils n'aient pas de velléité de révolte. Après la Lydie et Babylone, Cyrus II n'en a pas fini. Il a déjà formé un empire de grande taille qui va de la Méditerranée à la mer Noire et au golfe Persique. Mais il continue et il s'étend vers l'Est, vers l'Asie centrale. Il meurt comme il a vécu, c'est-à-dire pendant une expédition en 530 avant Jésus-Christ. Après 20 ans de conquête qui lui ont permis de former le plus grand empire jamais vu jusqu'alors. En fait, jusqu'à Alexandre le Grand, Cyrus était le plus grand conquérant de l'Antiquité. Lui succède son fils Cambyse II, qui continue les conquêtes en ajoutant surtout un gros morceau, qui est l'Égypte. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ, et l'âge d'or de l'Égypte est terminé depuis longtemps. Elle a déjà été envahie par les Assyriens, ensuite les Babyloniens, et maintenant les Perses. Ça reste quand même une conquête stratégique pour l'empire achéménide, encore très jeune. Parce que l'Égypte, c'est riche, c'est un grenier à blé, et elle a des millions d'habitants. Chiffres élevés à l'époque, qui peuvent donner des soldats. Après Cambyse II, commence vraiment l'âge d'or de l'empire achéménide, sous son successeur, Darius Ier, le troisième empereur, qui passe 36 ans sur le trône. Darius continue à s'étendre, mais surtout il consolide ce qui est maintenant devenu le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Il développe l'administration, il crée des provinces, il ordonne la construction de Persépolis, et c'est aussi sous son règne que commencent les guerres avec les Grecs. Les guerres qu'on appelle médiques. Alors, voyons d'un peu plus près comment fonctionne cet empire et ce qui va lui arriver. Les Persans avaient été très influencés par la culture des régions où ils étaient arrivés, autour de 1000 avant Jésus-Christ. Déjà par la culture élamite, et ensuite celle des Assyriens. Comme vassaux des Assyriens, ils avaient assisté à l'ascension et au mode d'administration de l'un des premiers empires multiculturels, multi-ethniques du monde. Ils apprennent beaucoup de cette expérience. Et quand l'heure arrive, sous Cyrus le Grand, d'organiser leur propre empire, ils s'en inspirent pour créer des structures, lever les impôts ou les tribus, contrôler des régions éloignées du centre ou mobiliser des armées. L'empire achéménide est organisé en provinces appelées des satrapies, avec un gouverneur, un satrape, une sorte de vice-roi qui a des pouvoirs étendus et une certaine indépendance. Mais on ne le laisse quand même pas totalement sans surveillance. Il doit rapporter au pouvoir central et il est assisté d'un général pour la supervision de l'armée sur son territoire, et aussi d'un secrétaire d'État qui tient les registres officiels. Donc il est assez libre de ses décisions, mais on s'assure quand même qu'il ne fasse pas n'importe quoi.
Selon les époques, il y a 20 à 30 satrapies. Les Achéménides innovent avec leurs armées. Les tout premiers royaumes et empires gardaient rarement des armées permanentes, parce que ça coûtait très cher et qu'on ne pouvait pas se permettre d'entretenir des dizaines de milliers d'hommes qui ne produisent rien. Il y avait seulement des gardes professionnels et un petit nombre de soldats de métier. Grâce à sa base économique et démographique, Cyrus crée la base d'une armée permanente, un groupe de 10 000 soldats, bien entraînés et disciplinés, une élite, appelée les Immortels. Ça lui donne une force de frappe militaire qui est inégalée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il crée aussi un système de postes pour unifier cet empire. Entre l'Égypte et l'Asie centrale, ou l'Inde, un voyage pouvait durer des mois. Mais grâce à des relais de poste et des cavaliers, l'information importante peut voyager en quelques semaines, ou même en quelques jours. Pour ce qui est de la culture et de la religion, les Achéménides sont reconnus, y compris par leurs contemporains, pour leur politique de tolérance. Ils assujettissent les peuples, mais ils n'essayent pas de les changer. Par exemple, ils maintiennent plusieurs langues officielles. Le vieux persan est l'une d'entre elles, mais il y a aussi la langue élamite, l'akkadien, qui est la langue de Babylone, ou l'araméen, un autre langage de la Mésopotamie. Il y a différents systèmes d'écriture qui coexistent aussi, mais les langues mésopotamiennes et le vieux persan ont un système qu'on appelle cunéiforme. Qu'est-ce que c'est? Le cunéiforme, c'est un type d'écriture qui apparaît à l'âge du bronze, à l'origine pour écrire le langage sumérien, au sud de la Mésopotamie. On l'appelle cunéiforme parce que les caractères ressemblent à la forme de coins avec lesquels on imprime des signes. Avec les hiéroglyphes égyptiens, c'est une des formes d'écriture les plus anciennes. Et ces signes, comme les hiéroglyphes, ne sont pas les lettres d'un alphabet, mais un mélange de symboles dont certains représentent des mots et d'autres des syllabes. L'écriture cunéiforme coexiste au Moyen-Orient avec les alphabets grecs et ensuite romains et avec les hiéroglyphes égyptiens, jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et elle disparaît seulement quand les langues qui l'utilisent s'éteignent, ou au moins quand on cesse de les écrire. Dans les siècles suivants, le cunéiforme est remplacé par des systèmes alphabétiques, grec, latin, arabe, dans lesquels on écrit des lettres qui composent des mots. Et la connaissance de ces anciennes langues écrites disparaît complètement. Jusqu'au XIXe siècle, où elles sont à nouveau déchiffrées, au moins certaines d'entre elles. On ne manque pas de documents en cunéiforme. Les anciennes civilisations qui utilisaient ce système ont laissé des centaines de milliers de tablettes écrites. On en recense à peu près 500 000 dans les musées autour du monde. Et une grande partie de ce qu'on sait sur la Mésopotamie ancienne, Sumer, Babylone, la Syrie, les Hittites, les Élamites, tout ça vient du déchiffrage de ces tablettes, qui pouvaient être tout type de documents, officiels, des registres ou des lettres. La langue grecque est aussi utilisée dans l'Empire achéménide, parce qu'au VIe siècle, elle a une certaine influence dans la Méditerranée orientale. Je vais vous parler des guerres médiques, des guerres gréco-perses, mais ce serait réducteur de voir les relations entre le monde grec et l'Empire perse comme uniquement un conflit entre deux mondes que tout sépare. En fait, non. Cyrus et ses successeurs annexent différentes régions de langue grecque, en Anatolie et même en Europe, tout au sud des Balkans, autour de la mer Noire.
et il y a des minorités grecques importantes dans les frontières de l'Empire achéménide. Parmi d'autres, le grec est une langue parlée et reconnue dans l'Empire, et il y a des Grecs en bon nombre qui travaillent pour l'administration et même la construction des cités en Iran, longtemps avant les conquêtes d'Alexandre le Grand. La plus célèbre de ces anciennes cités perses, c'est certainement Persépolis, une nouvelle capitale construite sous Darius Ier. Et on va s'y arrêter un peu parce qu'elle donne un bon exemple du style architectural des Achéménides, et aussi de la richesse et du pouvoir qu'ils ont accumulé depuis Cyrus II. Comme je vous le disais avant, Persépolis, c'est un nom grec. Les anciens Perses appelaient la ville Parsa. Le site de Persépolis est choisi pour créer une nouvelle capitale, qui soit le centre officiel et cérémoniel de l'Empire. Mais Persépolis n'est pas une grande cité. Comme le site est un peu reculé, dans une région montagneuse, ça n'est pas la résidence la plus pratique pour les empereurs. Et ils passent plus de temps dans d'autres résidences, comme Suse. Il n'y a pas de grande population permanente, donc plutôt qu'une ville, c'est un complexe monumental ou cérémoniel, dont on pense qu'il est occupé de façon saisonnière, peut-être pour célébrer le Nouvel An perse qui est fixé à l'équinoxe de printemps. Et c'est aussi le lieu où convergent la noblesse et les émissaires des différentes provinces qui payent leur tribut pour rendre hommage au roi et lui présenter des cadeaux. Les bâtiments de Persépolis comprennent 3 ensembles. Il y a des quartiers militaires, le trésor et des salles de réception et de logement pour le roi et sa suite. Tout ça est situé sur une grande terrasse, une plateforme artificielle. Et comme le rôle de Persépolis, c'est d'étaler, de mettre en scène le pouvoir des rois achéménides, l'architecture y est très imposante, spectaculaire. L'architecture achéménide est à l'image de leur empire. Elle est éclectique, elle emprunte des éléments à l'Égypte, à la Mésopotamie, à la Grèce, pour fabriquer un style persan. Dans les ruines de Persépolis, parce que la ville sera détruite en 330 avant Jésus-Christ, pendant l'invasion grecque, donc moins de 200 ans après sa construction. Un élément qui se distingue, c'est la porte des nations, une structure spectaculaire qui est le vestige d'une grande salle, dont le plafond était soutenu par des colonnes de pierre. Et à chaque entrée, elle avait 2 grandes statues d'animal qui les protégeaient ou les surveillaient symboliquement. À l'ouest, 2 taureaux, et à l'est, 2 lamassous. Les lamassous étaient des divinités protectrices mésopotamiennes, des hybrides de taureaux ou de lions avec des ailes et une tête humaine. À l'époque où Persépolis est construite, les rois achéménides ont adopté une religion d'État qui reste étroitement associée à la Perse antique, le zoroastrisme. Le nom zoroastrisme vient de son prophète ou leader spirituel, Zoroastre, qui a vécu au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Et à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, cette religion commence à être documentée. On écrit à son propos et on construit des lieux de culte qui lui sont dédiés. À ce qu'on en sait, il n'y a jamais eu de tentative d'imposer cette religion ou de persécution religieuse conduite par les Achéménides. Mais ils en font la religion officielle. Au 5e siècle, on estime que la population de l'Empire est d'une 50aine de millions de personnes. Et à cette époque, c'est une grande partie de la population mondiale, en fait. Cette population mondiale est estimée à 120 millions sur tous les continents. C'est-à-dire qu'environ 40% de l'humanité appartient à l'Empire achéménide, au 5e ou au 4e siècle avant Jésus-Christ.
En termes de contrôle territorial, c'est beaucoup moins. Mais l'Empire a des régions très peuplées, comme l'Égypte et la Mésopotamie. L'Égypte et la Mésopotamie concentrent chacune peut-être autour de 10% de la population humaine à cette époque. Le zoroastrisme est centré sur la croyance en un être supérieur et bienveillant, Ahura Mazda, et comprend toute une cosmologie, un récit qui va de la création du monde à sa fin, qui reste à venir. Il enjoint ses adeptes à rejeter le mal et à sauver leur âme, entre autres en suivant un certain nombre de rites. Rites qui incluent la vénération du feu, qui est vue comme une force purificatrice, ou des rites d'enterrement bien précis. Dans la tradition persane du zoroastrisme, les morts n'étaient pas enterrés immédiatement. On plaçait leur corps en haut d'une structure, une sorte de tour, appelée tour du silence, où les dépouilles étaient laissées en pâture à des oiseaux charognards, comme des vautours. Les souverains perses ont maintenu le zoroastrisme comme religion d'État durant plus de 1000 ans, jusqu'à la conquête musulmane de l'Iran. Et même s'il a été marginalisé, le zoroastrisme n'a pas disparu. Malgré la conversion massive des Persans à l'islam, une minorité est restée fidèle au zoroastrisme. En Iran, et d'autres ont émigré. Il y a des minorités zoroastriennes en Inde ou au Pakistan, et d'autres sont maintenant en Amérique du Nord. Il y aurait encore 100 à 200 000 adeptes dans le monde, ce qui en fait une des traditions religieuses pratiquées sans interruption les plus anciennes de l'humanité. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, toujours sous le règne de Darius, donc dans cette période qu'on peut considérer comme une apogée pour l'Empire achéménide, le conflit avec les Grecs commence. Sur leur lancée, les Perses avaient déjà conquis des territoires au nord de la Grèce, la province de Thrace. Mais ensuite, une révolte éclate en Anatolie, sur la côte de la mer Égée, face à la Grèce. Et cette révolte est soutenue par des Grecs, en particulier par la ville d'Athènes. Pendant cette phase, le contrôle des Perses sur la Thrace se relâche aussi. Il faut réagir. Donc les Perses écrasent la révolte en Anatolie, et les hostilités s'engagent avec la Grèce, ou plutôt avec les Grecs, parce que la Grèce est un ensemble culturel, mais pas un État. C'est une collection de micro-États, des royaumes, des cités indépendantes, qui sont unis culturellement et qui en sont bien conscientes, mais qui en pratique sont souvent des rivaux, plutôt. Face à cette menace, qui vise surtout la ville d'Athènes, celle-ci cherche des alliés, et l'on trouve assez peu. Mais contre toute attente, parce que l'Empire achéménide est un énorme rouleau compresseur, les Grecs résistent. En 492 avant Jésus-Christ, une expédition perse soumet à nouveau la Thrace et force le royaume de Macédoine, juste à côté, à devenir vassal. La même Macédoine qui donnerait Alexandre le Grand, quelques générations plus tard. 2 ans plus tard, en 490 avant Jésus-Christ, les forces perses sont battues sévèrement par les Athéniens à la bataille de Marathon, une des grandes batailles de l'Antiquité. Les forces en présence de chaque côté sont inconnues, mais il n'y a pas grand doute que les forces perses étaient largement supérieures en nombre à celles d'Athènes. Mais les Grecs arrivent à choisir un terrain marécageux, avec des montagnes autour, qui empêchent la cavalerie perse de se joindre à l'infanterie. Et grâce à des manœuvres réussies, ils arrivent à envelopper les Perses et à les mettre en déroute, ce qui les fait s'enfuir pour remonter sur leur navire. Cette victoire donne aux Grecs un long répit, parce que alors que Darius prépare une nouvelle force d'invasion,
voilà que l'Égypte se révolte à son tour. Et comme l'Égypte est beaucoup plus importante et stratégique que soumettre des cités grecques, qui sont quand même aux confins de l'Empire perse, l'expédition punitive est reportée. Alors 10 ans s'écoulent, sans opération majeure, une sorte de paix armée. Et c'est le fils et successeur de Darius, Xerxès Ier, qui reprend les hostilités avec une armée encore plus grande. Cette fois, la situation des Grecs paraît assez désespérée. Mais lors de la première invasion, Athènes était presque seule, avec seulement quelques alliés mineurs. Les autres cités grecques avaient fait la sourde oreille. Cette fois, plus de cités se coalisent pour résister, y compris Sparte, qui est l'autre grande puissance militaire de la Grèce avec Athènes. Sparte avait ignoré les appels à l'aide d'Athènes lors de l'invasion de Darius, 10 ans avant, ce qui était resté comme une tache sur son honneur. Et quand Athènes avait remporté la bataille de Marathon, ça avait fait honte aux Spartiates. Alors cette fois, les Spartiates jettent tout ce qu'ils peuvent dans la guerre, en commençant par une première bataille qui, elle aussi, devient légendaire, la bataille des Thermopyles. Si vous avez vu le film 300, qui est évidemment fantaisiste, c'est cette bataille qui l'a inspiré. Les Thermopyles sont une défaite grecque, mais une défaite héroïque. Face à une armée de dizaines de milliers de Perses, une petite force menée par le roi de Sparte, Léonidas, arrive à bloquer la seule route par laquelle les Perses peuvent passer. Sans doute pas avec 300 hommes, les estimations varient, mais en moyenne les historiens estiment la force grecque à environ 7000 hommes, contre des Perses qui sont quand même 10 à 40 fois plus nombreux. Une supériorité quand même écrasante. Mais les Perses meurent par dizaines de milliers aux Thermopyles, ce qui les affaiblit et les démoralise fortement. Mais pas assez pour les arrêter. Après la bataille, qu'ils ont quand même gagnée, même si c'est avec des pertes énormes, ils peuvent continuer leur avancée vers le sud de la Grèce. La route d'Athènes leur est ouverte. Et la ville est évacuée. Xerxès s'empare d'Athènes et il la pille. Si bien qu'à ce stade, la situation paraît assez désespérée pour la coalition des villes grecques, qui sont face à une forte probabilité d'être soumises, et la Grèce transformée en une nouvelle satrapie des Achéménides. Mais encore une fois, un miracle se produit. Quelques mois plus tard, avant que les Perses n'aient pu s'emparer de la Grèce, la flotte coalisée des Grecs défait largement la flotte perse à la bataille de Salamine, et elle force Xerxès à se retirer de l'autre côté de la mer Égée, en Anatolie, avec une bonne partie de ses forces. Il laisse quand même une armée de 80 à 100 000 hommes en Grèce, avec la mission de poursuivre la conquête. Mais les Grecs ont eu le temps de se réorganiser et de rassembler une armée d'à peu près la même taille, ou presque. La plus grande armée grecque jamais rassemblée jusqu'à cette époque, avec les forces notamment de Sparte, Athènes, Corinthe ou Mégare, les principales cités. Cette force affronte l'armée perse à la bataille de Platée en 479 avant Jésus-Christ, et elle l'emporte. Les Perses sont massacrés ou dispersés, et cette deuxième tentative d'invasion échoue à son tour. À la suite de cet échec, qui est le plus grand qu'ait jamais connu l'Empire achéménide, les Perses perdent leur territoire dans les Balkans, et la Macédoine reprend son indépendance. Les hostilités continuent un certain temps, à plus petite échelle, surtout sur mer, jusqu'à la signature d'une paix en 449 avant Jésus-Christ,
soit une cinquantaine d'années après le début des guerres médiques. 50 ans de conflit qui laissent la Perse en position moins avantageuse qu'avant. Elle a perdu la trace et pas mal de sa réputation d'invincibilité. Et effectivement, cette paix, qui est plutôt favorable aux Grecs, marque la fin de l'âge d'or de l'Empire achéménide. Un peu à cause de la résistance grecque, qui lui a mis un coup d'arrêt, mais surtout parce que l'Empire est tellement grand qu'il est difficile de le contrôler. Le maintenir nécessite beaucoup d'énergie, et ça c'est un problème que tous les grands empires antiques connaissent. Une fois qu'ils sont très étendus, qu'ils ont des ennemis sur toutes leurs frontières, qu'il faut des mois pour les traverser, le mouvement des armées prend très longtemps, les provinces peuvent se révolter, il est difficile de maintenir l'union politique d'un espace aussi grand, et les crises de succession finissent aussi toujours par arriver. Même l'Empire romain, des siècles plus tard, avec sans doute l'administration et la machine de guerre la plus efficace jamais créée, atteindra un point où il ne peut plus s'étendre, et il doit accepter une certaine stabilisation ou stagnation, en se plaçant en posture défensive. Et pour un siècle, c'est ce qui arrive à l'Empire achéménide. Il est toujours énorme, formidablement grand, riche, puissant. C'est l'État le plus peuplé du monde. Mais il doit accepter de ne plus s'étendre et consacrer ses forces à rester uni, cohérent et sous contrôle. Notamment, il faut réprimer des révoltes régulières. En 404 avant Jésus-Christ, l'Égypte se révolte encore. Et l'Empire en perd le contrôle pendant 60 ans, jusqu'en 343 avant Jésus-Christ. Il récupère ce contrôle, mais ensuite, brutalement, l'Empire perse s'effondre comme un château de cartes, quand apparaît le plus grand conquérant de l'Antiquité, Alexandre. Les conquêtes d'Alexandre sont une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Mais en seulement 3 ans, de 334 à 331 avant Jésus-Christ, Alexandre défait systématiquement les armées pourtant plus grandes que lui oppose l'empereur Darius III. Et il conquiert tout l'Empire achéménide. Mais contrairement à Cyrus II, qui avait laissé un empire durable derrière lui, celui d'Alexandre ne survit pas à son créateur. À sa mort, il éclate en différents États, gouvernés par certains de ses généraux. L'un d'entre eux, Séleucos, essaye de mettre la main sur le gros de l'héritage d'Alexandre en Asie, l'Iran, la Mésopotamie, et plus tard la Syrie et l'Anatolie. Mais à la mort de Séleucos, cet empire de substitution décline à son tour, et il est expulsé d'Iran par une nouvelle force qui va dominer la Perse pendant des siècles et remplacer les Achéménides pour former un empire presque aussi grand, les Parthes. Vous vous souvenez que quand on parlait des anciens peuples iraniens qui occupaient le plateau iranien, je vous ai parlé des Mèdes qui repoussent les Assyriens et pour un temps très court fondent le premier empire iranien, empire rapidement détourné ou récupéré par les Achéménides, qui était une dynastie persane. Mais il y avait un troisième groupe d'Iraniens sur le plateau, qui avait son centre de population au nord des Perses et à l'est des Mèdes, les Parthes. Ils avaient été intégrés à l'empire achéménide, et ensuite ils étaient devenus une province de l'empire séleucide après la mort d'Alexandre. Province qui se révolte contre ses maîtres grecs, mais voilà que pendant cette révolte, alors que les Parthes luttent contre les Séleucides, un roi à la tête d'une petite tribu qui vit au sud de la Caspienne envahit la Parthie. Ce roi s'appelle Arzas. Il l'emporte
et il se proclame roi des Parthes. Il fonde une nouvelle dynastie sur le plateau iranien, un petit royaume qui maintient son indépendance pendant le siècle suivant. Et soudainement, au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, un de ses descendants, un roi du nom de Mithridate, part en conquête, un peu comme l'avait fait Cyrus II pour la dynastie des Achéménides des siècles avant. À partir de son royaume de Parthie, Mithridate s'empare de la Médie, de la Mésopotamie, qu'il arrache aux Séleucides, et il recrée un nouvel empire iranien, l'empire parthe, qui va durer jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, et parvenir à recréer un grand État centré sur l'Iran, qui à son apogée s'étend de l'est de l'Anatolie, à l'ouest, jusqu'en Afghanistan, à l'est. En bonne partie, et dans une version un peu moins étendue, cet empire parthe, de la dynastie des Arsacides, est une recréation de l'empire achéménide, avec cette origine iranienne, et lui aussi c'est une construction culturellement très diverse, qui rassemble des cultures grecques, beaucoup plus présentes au Moyen-Orient depuis Alexandre, mais aussi perses, mésopotamiennes, et encore d'autres. Même s'ils ne parviennent jamais à complètement recréer l'empire achéménide, les Parthes deviennent la nouvelle incarnation ou itération de l'empire perse. À l'ouest de leur empire, les Parthes rencontrent les Romains. Et jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'état de guerre avec Rome ne s'arrête jamais vraiment. Les Parthes deviennent le principal ennemi, le principal opposant à l'expansion romaine au Moyen-Orient, qu'ils bloquent. De leurs nombreuses guerres et batailles contre Rome, un des épisodes les plus célèbres a lieu vers la fin de la République romaine, alors qu'à Rome s'est imposé un système de gouvernement qu'on appelle le triumvirat. Le pouvoir a été partagé entre 3 hommes, notamment Jules César et son ancien mentor, Crassus. Chacun d'entre eux essaye de conquérir des nouvelles provinces pour Rome, et de s'attribuer la gloire et l'influence qui vont avec ses exploits militaires. Crassus, qui gère la partie orientale du très grand domaine conquis par Rome, autour de la Méditerranée, lance une expédition contre les Parthes, et en 53 avant Jésus-Christ, il est battu très sévèrement, et tout le Levant tombe dans les mains des Parthes. C'est un désastre qui indique bien l'ampleur de la menace que les Parthes représentent pour les Romains. Grâce à sa position géographique, l'empire parthe est traversé par la route de la soie, qui est ce corridor commercial terrestre qui connecte la Chine à la Méditerranée. Et le commerce des produits exotiques et de luxe, pas seulement la soie, il y a aussi de l'or, des pierres précieuses, des épices, des objets précieux. Ce commerce contribue à financer l'Empire. Mais à la fin du 1er siècle, les Romains se refont et s'emparent du Levant, et la ligne de front se déplace en Mésopotamie. Les guerres entre Romains et Parthes sont généralement peu concluantes, parce que leurs tactiques militaires sont très différentes. Les Romains comptent surtout sur une infanterie lourde, très puissante, dans des batailles rangées, mais aussi assez lentes. Les Parthes ont de grandes armées de cavalerie, qui vont de cavaliers lourds à des archers à cheval. Et ça en fait des adversaires très compliqués à éliminer pour les Romains, parce qu'ils sont plus rapides, et ils peuvent harceler ou refuser le combat. Mais d'un autre côté, les Parthes ne sont pas très efficaces pour assiéger, et donc ils ne peuvent pas vraiment conquérir et occuper des territoires contre les Romains. À cause de leurs faiblesses respectives, ni les Romains ni les Parthes n'arrivent à se débarrasser de leur ennemi et à s'emparer durablement de territoires
Donc souvent, c'est le statu quo qui prévaut. Plutôt qu'une invasion extérieure, c'est l'instabilité interne qui finit par venir à bout de l'Empire parthe. En 224 après Jésus-Christ, les Persans, qui sont un des peuples gouvernés maintenant par les Parthes, se révoltent, avec à leur tête une nouvelle dynastie, les Sassanides. Et le dernier roi parthe est vaincu, sa dynastie est renversée et remplacée par celle des Sassanides. Donc ça reste peu ou prou le même empire, mais avec une nouvelle dynastie à sa tête. Et cet empire sassanide est aussi appelé le Néo-Empire perse, parce que c'est le retour d'une dynastie persane à la tête de l'empire iranien. Et c'est aussi celui qui va durer le plus longtemps. La dynastie reste au pouvoir pendant plus de 4 siècles, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc elle récupère cet empire parthe, dont elle prend la tête, et elle l'agrandit, presque à la taille de l'empire achéménide. Elle atteint sa plus grande expansion au début du 7e siècle. Durant cette période, l'empire reste ou redevient une superpuissance. D'ailleurs, les historiens l'appellent empire sassanide, mais pour ses empereurs, le nom de leur État, c'était Empire des Iraniens. Il porte toujours l'héritage de ses prédécesseurs, héritage maintenant millénaire. La religion d'État est toujours le zoroastrisme. L'Empire administre de nombreuses cultures, religions, langages. Il se revendique des Achéménides, qui dominaient 1000 ans auparavant. Le langage persan, le vieux persan, a évolué vers une nouvelle forme, appelée le persan moyen, qui est l'ancêtre linguistique du persan moderne, du farsi. Même si dans l'historiographie gréco-romaine, et ensuite occidentale, l'empire sassanide est moins célèbre que l'empire achéménide, sans doute parce qu'il n'y a pas eu ces affrontements légendaires contre les Grecs ou les Romains. Il va y en avoir beaucoup avec l'Empire romain d'Orient, Byzance, mais il marque moins en Occident. Donc même si cet empire est moins célèbre, il ne faut pas sous-estimer son influence culturelle. Pendant des siècles, il se maintient bien sûr en Iran et au-delà, en Afghanistan, en Asie centrale, au Pakistan, en Mésopotamie. Et il y a un commerce et des influences réciproques avec la Chine, l'Inde, Byzance, la péninsule arabique. Ce qui provoque la chute des Sassanides au 7e siècle. C'est l'invasion arabe, la conquête musulmane, partie d'Arabie. Mais même si politiquement, ce dernier empire perse antique disparaît, culturellement, il influence aussi ses envahisseurs. La conquête musulmane, la culture islamique vont aussi être très influencés par les arts, la littérature, l'architecture, même la philosophie de ce néo-empire perse. Avant que cette invasion ne le détruise, l'empire sassanide a une histoire tumultueuse, avec des phases de stabilité politique, entrecoupées de périodes de repli, voire de guerre civile. Il va très bien au IVe et au VIe siècle. Entre-temps, il souffre. Comme pour tous les grands empires antiques, rien que le maintenir est compliqué. Mais par contre, ce qui ne change pas, c'est l'état de guerre quasi permanent avec Rome, et ensuite avec Byzance, avec l'Empire romain d'Orient, qui poursuit la rivalité que les Romains avaient déjà avec les Parthes. D'ailleurs, pour les Romains, le changement de dynastie de l'Empire parthe à l'Empire sassanide est à peine perceptible, ça ne change pas grand-chose. Ces guerres, entre Rome et la Perse, ont commencé au 1er siècle avant Jésus-Christ, et elles durent jusqu'au début du 7e siècle, c'est-à-dire presque 700 ans. C'est le conflit ouvert le plus long de l'histoire de l'humanité. Et elles se terminent sans vainqueur.
les combats ne sont pas constants, c'est plutôt une série de guerres, entrecoupées de quelques périodes de paix. Série de guerres qui culmine dans une grande guerre entre les Byzantins et les Sassanides de 602 à 628 après Jésus-Christ, dans laquelle les Sassanides vont jusqu'à mettre le siège de la capitale byzantine, Constantinople. Dans cette guerre, les Sassanides remportent de grandes victoires pendant les 20 premières années. Ils prennent une grande partie du Levant, l'Égypte, une partie de l'Anatolie, tout ça arraché à Byzance, et c'est le moment où l'Empire atteint sa plus grande expansion. Mais ce succès tourne assez mal ensuite. Ils échouent devant Constantinople, où ils ont mis le siège, et les forces byzantines contre-attaquent, en allant emporter la guerre jusque profondément dans les terres sassanides. Elles approchent même de la Perse proprement dite. L'empereur est même tué, et une guerre civile éclate, ce qui les oblige à demander la paix et à accepter de perdre tout ce qu'ils ont acquis. Cette guerre très longue et destructrice laisse l'Empire byzantin et l'Empire perse exsangues, épuisés et ravagés. Si bien que quelques années plus tard, quand l'invasion arabe débute, c'est au pire moment pour les deux. Et c'est aussi une des raisons des succès foudroyants de la conquête arabe. Elle n'aurait pas pu commencer à un moment plus favorable. Et ça leur permet de s'emparer très vite d'une grande partie de l'Empire byzantin au Moyen-Orient et de tout l'Empire perse. Au milieu du 7e siècle, l'Empire sassanide a disparu. L'Iran se convertit très vite aussi à l'islam. Les différentes religions qui coexistaient avant, judaïsme, christianisme, zoroastrisme, ne sont pas entièrement éliminées, mais elles deviennent des îlots très minoritaires. C'est la religion musulmane qui s'impose, après un schisme qui intervient assez rapidement dans l'histoire de l'islam. C'est la tradition chiite qui devient dominante en Perse. Donc la Perse se convertit, mais elle a plus d'un millénaire déjà de tradition impériale, d'une culture propre, et cet héritage, elle va le maintenir bien après l'Antiquité. Au Moyen Âge et après, il y aura encore des invasions et des influences extérieures. Mais toujours, la Perse restera un centre culturel et intellectuel qui régulièrement renaîtra comme État indépendant. Donc cette histoire continue, mais avec l'invasion arabe s'achève l'ère de la Perse antique et notre histoire de ce soir. Vous pouvez maintenant vous laisser aller, garder les yeux fermés et vous endormir, ou alors, si vous n'avez pas encore sommeil, choisir une autre histoire de la bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle aventure. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. D'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.